Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire, c'est Aziz Seni, le fondateur de Quartier d'Affaires et du Forum économique des banlieues qui sera l'invité du grand entretien tout à l'heure, 26 minutes pour parler des cités, des entrepreneurs qui sont nombreux et des politiques publiques qui sont insuffisantes. Mais d'abord, je reçois Jérémy Lamry, c'est le président de l'association Les Émergences, mouvement citoyen qui veut adapter les objectifs de développement durable aux défis actuels et futurs. Dans notre débat, un constat autour de l'acidification de l'océan, la 7e limite planétaire dépassée. Quelles conséquences, quelles solutions? Et puis, dans notre rubrique Start-up et Innovation, vous découvrirez Trail qui offre une seconde vie à la laine des brebis du Pays Basque. Voilà pour les titres, c'est l'heure de Smart Impact. L'invité de ce Smart Impact, c'est Jérémy Lamry. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le président de l'association Les Émergences. Je veux bien que vous nous présentiez cette association et peut-être aussi pourquoi vous l'avez créée. Alors Les Émergences, c'est une association qui s'est créée il y a 6 mois. Ouais. On en a fait l'annonce à l'Assemblée nationale et c'est un mouvement citoyen. Donc un mouvement citoyen comme on en voit beaucoup aujourd'hui. La différence de ce mouvement, c'est qu'on veut défendre un projet de société qui repose sur des axes assez marqués, assez marquants. Par exemple, sur le sujet du travail. Ouais. Aujourd'hui, on part du principe qu'il faut changer le paradigme dans lequel, quand on n'est plus au travail, on n'est pas utile. Donc on part du principe que toute personne peut être utile. Il faut simplement redéfinir le sujet de la contribution. Donc là, on va toucher notamment à comment on peut travailler quand on n'est pas en emploi. Ouais. Y a le sujet du vivant. On part du principe que le vivant, c'est une limite fondamentale et qu'on doit inscrire le progrès dans ce vivant. Sur le progrès, on part du principe que le progrès technique n'est pas mort, qu'il a juste arrêté de servir le plus grand nombre et qu'il faut le remettre un petit peu dans ce sens-là. Bon. Donc il y a des vraies idées sur, aussi bien sur la notion du rôle de l'être humain que de notre responsabilité face aux vivants et face aux autres, et c'est dans ce mouvement-là qu'on s'inscrit. D'accord, donc un mouvement citoyen avec un objectif politique. Alors, au sens noble du terme, d'une certaine façon, exactement. Peser sur la cité. Exactement, un objectif politique dans le sens revenir sur ce que ça veut dire faire société, et donc, par exemple, de la formation citoyenne. Permettre aux gens de comprendre que le futur peut encore être positif, mais aussi en comprendre les conditions. Mener des projets de recherche-action qui nous permettent en fait de définir les modalités de ce futur qu'on envisage. Sous quelles conditions est-ce qu'on peut contribuer à la société sans pour autant avoir un emploi? Ça marche comment? C'est quoi le modèle économique derrière? Donc il y a un côté où on va réfléchir, penser, mais il y a un côté où on va agir avec l'action sur le terrain. Ouais. Et là où on est très clair, c'est qu'on fait de la politique, mais pas de la politique partisane. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est affilié à aucun parti, on ne veut être affilié à aucun parti. Mais est-ce que vous pourriez devenir un parti politique? Alors ça, c'est une grosse question qui se pose. Le mouvement, non. Les Émergences, c'est un mouvement citoyen, et si un jour un parti se crée avec les mêmes valeurs, les mêmes fondations, les mêmes principes, ce sera une structure différente, et ça c'est très important, parce que le mouvement, lui, doit être strictement partisan pour continuer à avoir sa liberté de penser. Est-ce que ça veut dire que vous voulez, par exemple, peser sur les prochains scrutins? Il y en a un qui est dans 3 mois, ce sont les élections municipales, et si oui, comment? Alors aujourd'hui, puisqu'on fait de la politique apartisane, ce qu'on veut, c'est déjà diffuser les idées, et donc aujourd'hui, on fait le tour des partis, sans faire de distinction, pour pouvoir diffuser nos idées en disant nous sommes conscients que ces idées doivent être diffusées. On a besoin que certains concepts soient mieux connus du grand public. Par exemple, on parle du besoin d'une transition quaternaire. Ouais. On a le secteur primaire, secondaire, tertiaire, la société dans laquelle on vit. C'est quoi l'économie quaternaire? Mais l'économie quaternaire, c'est l'économie dans laquelle on arrête de regarder la loi de l'offre et la demande et on regarde plutôt ce qui est nécessaire pour faire société. L'éducation, la solidarité, la santé, l'écologie. Donc tous ces sujets, en fait, qui sont des sujets fondamentaux, qui ne rapportent pas forcément de l'argent, mais dont on a besoin. Eh bien, on met ce modèle au cœur en disant demain, une grande partie des emplois sera sur ce sujet-là. Et même si ce ne sont pas des emplois, comme on l'entend au sens strict du terme, les gens pourront y allouer du temps et on devra être capable de reconnaître cette contribution financièrement. Est-ce que vous allez voir, donc vous dites apartisan, donc on va voir tous les partis. Vous considérez que tous les partis sont dans l'arc républicain de LFI au Rassemblement National? Aujourd'hui, on ne parle pas avec le Rassemblement National, on ne parle pas avec LFI. Aujourd'hui, c'est un choix qui a été fait au niveau du bureau de l'association, qu'on assume pleinement. Tous les autres partis, on apporte notre matière. Ok, très bien. Alors, si on se concentre sur la partie peut-être du vivant, il y a les ODD+, les objectifs de développement durable. Alors, il y a les ODD qui sont ceux qui ont été définis par les Nations Unies, et vous parlez d'ODD+. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans votre définition?
la conscience du temps. Il y a 10 ans, les Nations Unies ont défini des objectifs de développement durable, qu'on appelle les ODD, donc 17 ODD, et qui permettent de couvrir tous les grands sujets du développement durable. Mais tous, pas tout à fait, puisque quand on a repris ces ODD, on s'est rendu compte qu'il manquait quelques sujets, par exemple le droit du vivant, qui devient quelque chose d'aujourd'hui extrêmement quand même vocal, et parler de développement durable sans parler de vivant, c'est un peu compliqué. Le sujet aussi de protéger la création artistique et culturelle, donc préserver les cultures, faire en sorte que le progrès n'uniformise pas. Pour nous, c'est des conditions essentielles d'un développement durable. Il faut préserver la multiplicité. Donc il y a plusieurs sujets comme ça qui n'étaient pas inclus dans les ODD, et donc on les a inclus, et maintenant on arrive à 20 ODD+. En fait, quand on enregistre cette interview, on est pile aux 10 ans de la signature des accords de Paris, 12 décembre 2015. On ne pourrait pas les signer aujourd'hui. À l'époque, il y avait la Russie, les États-Unis, la Chine qui les avaient signés. C'est totalement inimaginable aujourd'hui. Est-ce que vous vous inscrivez dans une logique d'ambition, c'est-à-dire de ne pas baisser les bras face au contexte géopolitique, face aux listes électorales qui veulent revenir sur les objectifs de lutte contre le réchauffement climatique? Alors pour moi, il y a deux choses qui sont en train de se jouer. Premièrement, dans un pays comme la France, on a des forces en place, par certains médias notamment, qui nous poussent à croire que tout le monde veut la crise, tout le monde veut le pire. Moi, au quotidien, je croise des gens qui ont envie que ça s'améliore, en fait, mais simplement qui attendent le projet pour que ça se fasse. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans l'arène politique, il n'y a pas de projet de société. On est en droit de dire c'est quoi le projet, et personne n'est incapable de répondre aujourd'hui. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on est dans une vraie fragmentation du monde. Et il faut l'assumer, en fait. Il faut l'assumer. Je pense que l'Europe, demain, doit être capable de faire son chemin sans les États-Unis, avec des nouveaux alliés, et qu'en fait, même cette route-là, on doit l'accélérer aujourd'hui. Alors, vous proposez des formations citoyennes. On va revenir vraiment à ce que les émergences proposent, des formations citoyennes. Déjà, comment elles se déroulent? Alors, aujourd'hui, on a 6 mois. Donc, c'est-à-dire que ces formations, elles sont en lancement. On n'a pas le recul que peuvent avoir la fresque du climat ou des associations de cette envergure. Donc, aujourd'hui, on a 300 adhérents. On a une 60aine de bénévoles qui sont en train de structurer les grands sujets de l'association. Parmi ces bénévoles, il y a un groupe qui a travaillé sur ce qu'on appelle la signature pédagogique. Quand les émergences délivrent une formation, qu'est-ce qu'elle doit porter comme valeur, comme fondement ? Puis ensuite, il y a le groupe qui est en train de se constituer sur création de formations citoyennes. Dans ces formations, c'est par exemple, c'est quoi le quaternaire? La question que vous m'avez posée. Pourquoi est-ce que c'est important à comprendre? À titre personnel, je suis convaincu que dans 10-15 ans, avec l'intelligence artificielle, avec les crises qu'on est en train de subir, il y aura un gros décalage entre le besoin en compétences du marché et ce que les gens peuvent proposer. Et donc, potentiellement, une quantité significative de personnes qui, dans le modèle actuel, seraient au chômage. Donc, nous, on prône un modèle dans lequel ces personnes-là en fait, peuvent être utiles malgré tout, même si elles n'ont pas un emploi traditionnel, elles peuvent être utiles à la société et peuvent en vivre dignement. Donc ça, en fait, il faut expliquer ce modèle aux personnes en leur donnant les clés de compréhension. Aussi leur expliquer pourquoi le futur peut encore être positif, pourquoi il ne faut pas baisser les bras. Et pourquoi chaque fois qu'on baisse les bras, on fait partie du problème et plus de la solution. Donc ces formations-là, en fait, elles vont être dispensées sous des modalités qui peuvent être parfois du distanciel, parfois comme la fresque du climat avec des jeux de cartes, des choses comme ça. Et l'objectif, ce sera de les proposer gratuitement ou à moindre coût pour le plus grand nombre. Alors l'idée, c'est d'avoir des adhérents, j'imagine. Alors on a des adhérents, mais les formations, on veut les proposer à tout le monde. D'accord. Donc nous, les adhérents nous permettent de soutenir l'association et constituent la base de ce mouvement qui permet ensuite de porter plus large. Mais les formations citoyennes, elles ont vocation à toucher tout le monde, et même les entreprises. Oui, alors justement, je voulais qu'on parle des entreprises. Il nous reste 3 minutes, parce qu'il y a des adhérents. Alors je crois que c'est 10 euros l'adhésion, et il y a des entreprises qui peuvent participer sous forme de mécénat. Comment ça marche? Donc, on est en train de lancer justement, et donc on va lancer en 2026 2 moyens de contribuer pour les entreprises. Le premier, ça va être du mécénat, ça peut être du mécénat de compétences par exemple, mais aussi des dons. Et la deuxième, c'est des prestations. C'est-à-dire qu'on nous dit, ben voilà, nous aimerions former nos collaborateurs à de la prospective. C'est quoi le futur en 2040? À quoi est-ce qu'il peut ressembler? Et donc là, ça va se traduire comme des prestations de services sur ces sujets-là,
pour lesquels en fait on va faire intervenir des animateurs qui auront été formés aux émergences et qui iront dispenser les formations dans les entreprises, ce qui permettrait de financer l'association. Je reviens au bâclage, à ce retour de bâton, avec effectivement une volonté d'antagoniser la société très clairement, c'est-à-dire utiliser ces enjeux environnementaux pour en faire un outil d'action politique et créer deux camps qui combattent. Est-ce qu'il faut rentrer dans ce combat ou pas, d'après vous ? Ce combat, il est lié à une lecture de la politique qui date du XXe siècle. Le social d'un côté, l'environnement par là, l'économie de l'autre côté, ça marche plus ça. On a besoin de quelque chose d'intégré. Et ça ne veut pas dire qu'on doit faire du en même temps. Ça veut dire en fait qu'on doit dépasser les clivages et regarder les enjeux. Et la clé pour que ça arrive, je pense qu'en fait, notre politique et notre économie sont profondément liées. La raison pour laquelle aujourd'hui notre politique est cassée, c'est qu'en économie, on continue à regarder la croissance par la croissance économique. Oui. Tant qu'on n'aura pas posé les bases d'une triple comptabilité, comptabilité sociale, environnementale, en plus de la comptabilité financière, je pense que ce sera extrêmement difficile d'avoir une politique qui fait sens. Ouais. Et toujours dans cette logique de combat culturel ou pas, d'ailleurs, peut-être qu'il faut sortir de cette confrontation, il y a la question du récit collectif. Avec le rôle des médias notamment. C'est ce que vous voulez faire en fait, si on doit résumer l'ambition des émergences, c'est de faire émerger un nouveau récit ? Le terme de récit, oui, il est très important parce qu'aujourd'hui, plus personne ne se projette. Quand vous demandez aujourd'hui, si demain il y a la guerre, est-ce que tu serais prêt à partir en guerre pour la France ? De plus en plus de gens vont vous répondre non, parce que je ne suis pas sûr de ce pourquoi je me bats. Il faut remettre une raison de se battre, il faut remettre une raison d'espérer de lutter pour la France, pour l'Europe. Et donc en fait, il faut recréer un récit français qui s'inscrit dans un récit européen, j'en suis convaincu, et c'est la conviction des émergences. Et ce récit doit reposer notamment sur le fait que tout le monde peut vivre dans cette société, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui bossent à plein temps, qui gagnent le SMIC, qui ne peuvent pas vivre, qui ne peuvent pas aller jusqu'à la fin du mois, alors qu'ils jouent le jeu de la société. Donc quand on joue le jeu de la société, qu'on n'arrive pas à en vivre, ça ne peut pas fonctionner très longtemps. Merci beaucoup Jérémy Lamry et à bientôt. Sur Bismart for Change, on passe à notre débat, on va parler de l'acidification de l'océan. C'est le débat de ce Smart Impact. On parle de l'acidification de l'océan avec Romain Troublé. Bonjour, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur général de la Fondation Tara Océan. Et puis on est en duplex avec Fabrice Pernet. Bonjour, bienvenue à vous aussi. Vous êtes chercheur à l'Ifremer et auteur de ce livre sur l'acidification des océans, notamment justement avec Frédéric Gazeau, publié aux éditions Quae. Je commence avec vous, Romain Troublé. Il y a des expéditions de la Fondation Tara Océan qui parcourent le globe depuis quoi, plus de 20 ans, c'est ça ? 22 ans, oui. Et alors, on pourrait parler de toutes les limites planétaires, mais parlons de celle-ci, de l'acidification. Vous l'avez vu évoluer, vous l'avez vu, cette limite planétaire dépassée, progresser malheureusement. Nous, on l'a pas mesuré en tant que tel, parce qu'on s'est pas tout le temps intéressé à ce sujet-là, mais on a mesuré des paramètres qui permettent de la calculer, effectivement. Et depuis assez longtemps maintenant. Mais c'est facile de le voir à l'œil nu quand même. Il suffit de regarder les coraux en fait. Les coraux, il n'y a pas que l'acidification, il y a aussi la température de l'eau et surtout la température qui impacte beaucoup ces écosystèmes-là. D'accord. Mais l'acidification, c'est un sujet un des problèmes, je pense que Fabrice va le dire, c'est que c'est un enjeu qui est difficilement réversible en fait. Pour revenir à l'état d'il y a quelques années, ça va prendre des centaines d'années. Ouais, effectivement, on en parlera de la réversibilité. Fabrice Pernet, comment on calcule je me suis posé cette question toute simple en préparant l'émission. On dit, OK, on a dépassé la 7e limite planétaire, et là, en l'occurrence, celle de l'acidification. Comment vous le calculez, ça ? Alors, l'acidification, elle se mesure avec une unité qu'on appelle le pH. On a appris ça généralement au collège, au lycée. Mais en revanche, cette limite planétaire, elle est basée sur l'état de saturation en aragonite. Alors, quand on a dit ça, c'est un terme un petit peu complexe, simplement qui fait allusion au fait que les organismes dits calcifiants, c'est-à-dire tous ceux qui font des coquilles, les coraux, les coquillages, etc., finalement, fabriquent quoi ? Ils fabriquent du calcaire, et du calcaire qui est sous la forme d'aragonite. Et donc, cette limite planétaire, en fait, elle traduit le caractère corrosif de l'eau de mer acidifiée vis-à-vis du calcaire. Donc cette limite planétaire, c'est ça, c'est un état de saturation vis-à-vis de l'aragonite qui a diminué à cause de l'acidité de l'eau et qui rend l'eau finalement corrosive vis-à-vis du calcaire et qui va quelque part dissoudre les coquillages, les coraux, etc., etc.
Selon l'UNESCO, environ 30% des coraux tropicaux pourraient disparaître d'ici 2050. Voilà, si évidemment on reste dans les scénarios actuels. Vous avez un peu cité des groupes d'organismes marins, Fabrice Pernet. Est-ce qu'il y en a qui sont plus vulnérables encore que d'autres face à cette acidification ? Alors, c'est vraiment les coraux, typiquement les coraux d'eau chaude, les coraux tropicaux qui sont de loin les plus vulnérables, justement parce qu'ils fabriquent de l'aragonite, une forme particulièrement soluble de calcaire. Donc, ceux-là sont de loin les plus vulnérables. Et puis, il y a ces organismes qu'on connaît moins, qui vivent dans l'océan austral, qui sont des ptéropodes, qui sont des petits escargots volants dans l'eau de mer, hein, littéralement, qui, eux, sont très vulnérables à l'acidification, parce qu'il faut savoir que l'acidification n'est pas un phénomène qui est homogène à l'échelle du globe. Les eaux froides sont beaucoup plus touchées parce qu'elles dissolvent beaucoup plus de CO2, et donc ce phénomène-là, il s'y produit de manière beaucoup plus rapide, en fait. Et donc l'océan austral et tous les organismes à coquilles qui vivent dans cet océan-là sont beaucoup plus touchés que les autres. Romain Troublé, il y a une expédition, là, juste après notre interview, vous partez en Bretagne, c'est ça ? Nouvelle expédition de Tara, de la goélette, pour aller où et pour faire quoi ? Elle va partir en Asie du Sud-Est pendant 2 ans, 18 mois sur place, parce que c'est un peu loin quand même. Hein. Et on s'intéressait au triangle de corail, notamment au récif corallien de cette zone-là, qui bien sûr sont sous pression, hein, sous pression de pollution évidemment locale, mais aussi sous pression de température. Et par contre, un papier dans Nature de 2023 a mis en évidence une sorte de thermotolérance, en fait, une tolérance à la température. Comme s'ils s'habituaient à cette température plus élevée. Oui, il y a plusieurs hypothèses, bien sûr, et je veux dire, les coraux aujourd'hui, ils prennent de plein fouet cette température, et puis demain, ça sera l'acidification qui est en train d'arriver. Et donc, l'idée est d'aller partir avec le CNRS, avec beaucoup de chercheurs. Il y a 40 laboratoires de 20 pays qui sont impliqués dans cette mission, et qui va à la fois faire de la recherche sur ces sites pendant 18 mois et comprendre pourquoi, quels sont les moteurs de cette résistance, tolérance. On va voir. À chaque fois qu'il y a une mission, parce que vous êtes venu plusieurs fois nous en parler ici, des programmes Tara Océan, il y a aussi le programme Tara Microbiome. En fait, on détecte, on découvre une richesse quand même microbienne qui est immense, qui était peut-être insoupçonnée. On continue d'apprendre, quoi. C'est ça, cet espace qu'est l'océan qu'on connaît si mal. Oui, on fait ça avec plein de chercheurs, avec l'IFREMER, avec le CNRS, avec plein de laboratoires. Et évidemment que la technologie aussi a donné de nouvelles loupes, en fait, pour voir différemment la planète. Et depuis quelques années maintenant, depuis 2 décennies, on commence à voir des organismes non plus par leur forme, non plus par la vision, mais par leur molécule, par leur ADN, et on arrive à même savoir ce qu'ils font, quelles sont les fonctions qu'ils mettent en œuvre, quelles sont les voies métaboliques qui sont activées dans l'océan à l'instant T. C'est le début, hein, je crois qu'on est en train de découvrir notre ignorance déjà, et puis après, savoir qui est là, c'est la première étape. Je pense qu'on est en train d'avoir un peu qui est là. Maintenant, c'est de savoir comment ça marche. Alors là, c'est une complexité qui est bien supérieure à la cellule, à l'atome, à la cellule. On parle des écosystèmes, des interactions entre espèces. Et décrire ça, c'est, je pense, essentiel pour décrire comment notre monde va changer et comment trouver aussi des réponses à tout ça. Fabrice Pernet, il y a effectivement la question de la réversibilité, c'est-à-dire que voilà, moi je vois souvent quand on parle de biodiversité, on nous dit il suffit de laisser la nature tranquille et finalement elle reprend ses droits assez vite. Là en l'occurrence on parle d'acidification, c'est quoi ? C'est un phénomène qui a été, peut-être que je me trompe, mais long ou très long, ou alors finalement assez rapide, et ce qui est sûr c'est que ça va mettre beaucoup de temps pour éventuellement revenir en arrière. Alors en fait, il faut voir que l'acidification, c'est souvent ce qu'on décrit comme étant l'autre problème du CO2. Autrement dit, l'acidification est très fortement corrélée d'une certaine manière au réchauffement, parce que les deux ont la même cause. C'est trop de CO2 dans l'atmosphère, trop de CO2 dans l'atmosphère, trop de CO2 dans la mer, et donc une acidification. Et en fait, quelque part, l'acidification se produit à peu près au même rythme que le réchauffement. C'est ça que je veux vous dire. Et si demain on arrête nos émissions de CO2, demain on arrête tout, on coupe le robinet de CO2 dans l'atmosphère, eh bien, globalement, le processus d'acidification s'arrêtera quelques années, quelques décennies après. Alors, ça ne veut pas dire qu'on retournera à l'état initial, en effet, parce que tout ce CO2 excédentaire, il va falloir l'éliminer. Et ça va prendre des milliers d'années pour le faire.
Donc oui, on est quand même globalement pour un retour à un état initial, ça va prendre du temps. On parle de 10 000, 100 000 à 1 million d'années. Donc c'est bien au-delà de l'échelle des vies humaines, globalement. Mais il faut savoir que les limites, cette limite-là, la septième, celle de l'acidification, elle est potentiellement réversible dès lors qu'on diminue ou que l'on arrête nos émissions de CO2. Et ça, c'est encourageant parce que quelque part, la balle est dans notre camp, en fait. Oui, effectivement. Même si arrêté, on voit bien qu'on est en train de. On célèbre aujourd'hui les 10 ans des accords de Paris. Voilà, on n'y est pas, et loin de là. Même si le rythme d'émissions de gaz à effet de serre, alors, il continue de progresser, mais beaucoup moins vite que dans la décennie précédente. Un chiffre encore sur le. Puisqu'on a bien compris que c'était lié très clairement au réchauffement, océan et réchauffement, et les océans, où l'océan absorbe plus de 90% de l'excès de chaleur lié au réchauffement climatique depuis les années 70. Là aussi, Romain Troublé, est-ce que c'est un amortisseur naturel, l'océan, c'est ça? Si. Mais il a ce rôle-là, est-ce qu'il atteint ses limites, d'une certaine façon? Ses limites, oui, on voit bien qu'il est sous stress, sous pression, en fait. Et ses limites planétaires, c'est un peu... faut vraiment les prendre comme un bilan sanguin, en fait. Où vous avez à droite, sur la colonne de droite, vous avez des petits chiffres qui vous disent si vous êtes en dehors des limites. Attention, vous êtes au-dessus, quoi. Et quand on est au-dessus, il faut consulter, quoi. Et donc on en est là aujourd'hui, c'est que, attention, alerte, on est en train de prendre une mauvaise trajectoire. Et tout le monde le sait, mais là, ça met des chiffres et c'est plus pragmatique. Et puis je voudrais qu'on parle peut-être de... allez-y. Pour revenir sur l'accord de Paris, où on fête les 10 ans aujourd'hui, avant l'accord de Paris, la trajectoire de l'humanité à 2100, c'était plus de 4 degrés. 10 ans après l'accord de Paris, la trajectoire est de 2,4 degrés. Donc quasiment fait la moitié du chemin. Donc c'est assez vite. C'est bien ce que vous dites, parce qu'on peut être dans un moment où on a tendance à baisser les bras en disant on n'y arrive pas. Oui, surtout en ce moment dans la géopolitique actuelle. Voilà. Mais pour moi, ça marche. Le volontarisme, ça a des effets. Je pense. Et puis évidemment qu'on a des variations interannuelles, comme beaucoup de phénomènes en ce moment. Mais que la tendance est quand même à l'engagement. Et on voit bien que le monde économique, pour la plupart, ont bien compris que leur survie de demain, il devait changer. Par contre, ça ne va pas assez vite, et évidemment, comme le dit Fabrice, il faut réduire cette émission, et déjà les stabiliser, ça serait déjà fantastique. Et après, il faut les réduire. Avec peut-être une question, Fabrice Pernet, parce que là, ça peut sembler un peu, discussion de scientifique, là, mais sauf que ce dont on parle, ça a quoi? Des conséquences sur la chaîne alimentaire, notamment? Oui, alors en fait, c'est vrai qu'on parle des coquillages et des coraux, et du coup, on a du mal à imaginer à quel point l'écosystème marin va être bouleversé. Il faut aussi imaginer qu'il y a des espèces de phytoplancton, des algues microscopiques, des petits végétaux, dont tous les organismes dépendent, se nourrissent, qui vont être touchés. C'est donc la base de la chaîne alimentaire marine, finalement, qui est touchée quand on touche le phytoplancton. Et ça aura des répercussions, du coup, jusqu'au plus haut du sommet de la chaîne alimentaire, jusqu'aux super prédateurs, etc., etc. Donc l'acidification des océans va toucher des groupes d'organismes dont certains sont clés, sont des ingénieurs quelque part des écosystèmes. Et en touchant ces organismes-là, c'est finalement toute la chaîne alimentaire, tout le réseau alimentaire qui est touché, toute la biodiversité. L'acidification des océans, il faut le voir comme ça, c'est à terme une perte de biodiversité. Une perte de biodiversité, et puis aussi pour toutes les populations des pays côtiers qui dépendent des ressources marines, c'est aussi un impact direct, Romain. Bien sûr, mais quand vous regardez l'exemple, Fabrice a pris l'exemple des coraux, les récifs coralliens, mais les récifs coralliens, c'est une symbiose qui est sensible à l'acidification, bien sûr, mais qui symbiose qui construit des villes sous-marines dans lesquelles 30% de la biodiversité est abritée. Donc, ça, c'est la première chose, biodiversité. Puis ces récifs coralliens, ils protègent beaucoup d'îles et beaucoup de populations de l'érosion par les grosses vagues du Pacifique qui viennent décimer des côtes, etc. Donc, en fait, derrière tout ça, c'est pas que des histoires de biologie et d'espèces magnifiques dans l'océan. C'est une histoire de notre histoire. C'est-à-dire que comment on comprend à un moment donné que notre vie, c'est la même c'est l'importance que le vivant, que tout ça est lié et que on est en train de scier la branche sur laquelle on est assise. C'est-à-dire cette planète, elle est formidable. C'est un miracle. Et comment prendre ça le recul qu'il faut pour comprendre ça, c'est tout l'enjeu des années qui viennent, et des années passées d'ailleurs. Je voudrais terminer, Fabrice Pernet, avec une question justement sur ce 10e anniversaire de la signature des accords de Paris, et ce consensus scientifique, avec peut-être ce sentiment que vous avez de devoir revenir en arrière, c'est-à-dire face à les climato-sceptiques et leur climato-sceptique en chef qui est à la Maison-Blanche, vous êtes obligé de recommencer à redire des choses que vous aviez le sentiment que tout le monde avait intégré et accepté?
Alors en fait non, parce qu'on n'a jamais arrêté. En vérité, on n'a jamais arrêté de dire les choses, parce qu'il y a toujours eu du scepticisme. Alors aujourd'hui on parle de déni, hein. C'est plus du scepticisme, comme vous l'avez dit. Plus que consensus, il y a unanimité globalement sur le changement climatique et sur le fait que l'homme aujourd'hui en est la cause. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et donc, quand les gens n'y croient pas, on ne parle plus de scepticisme, parce que scepticisme, ça veut dire qu'il y a du débat, qu'il y a de la controverse et qu'il y a des données contradictoires. Là, c'est vraiment pas le cas. Donc, on parle plutôt de déni. Et donc, quelque part, il faut continuer à dire ce qu'on a toujours dit, mais avec beaucoup plus de force, parce qu'on a affaire à des gens pour lesquels il y a plusieurs types de vérités. La science en est une parmi d'autres, et c'est ça qui est très très grave, alors que la science, c'est finalement la manière d'être le plus proche possible d'une forme d'objectivité. Merci beaucoup, merci à tous les deux, à bientôt sur Bismart for Change. Bon voyage à la Goélette Tara vers l'Asie du Sud-Est. Et puis Fabrice, regardez votre livre sur l'acidification des océans avec Frédéric Gazeau est aux éditions Quoi. Et on passe tout de suite au grand entretien de ce Smart Impact. Et si vous changiez de regard sur les cités de banlieue? Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Aujourd'hui, je reçois Aziz Seni. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Quartier d'affaires et du Forum économique des banlieues. Beaucoup d'actualités. Vous venez de sortir un livre qui s'appelle Made in banlieue. Vous venez de lancer aussi un label Made in banlieue avec AFNOR certification. On va parler de tout ça. Mais d'abord, je voudrais revenir à l'origine. Ça fait combien de temps que vous vous battez finalement pour changer notre regard, votre regard, à vous téléspectateurs, téléspectatrices, sur les banlieues, les cités, ceux qui y travaillent, qui y créent des entreprises? Ces dernières années, on a beaucoup regardé ces banlieues à travers le prisme de la sécurité, de l'action sociale, de l'urbanisme, jamais à travers sa potentialité économique. Et il y a un vrai potentiel, on pourra en reparler. Moi, je suis originaire de ces quartiers. J'ai grandi dans le quartier du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie. C'est pas un petit quartier lorsqu'on regarde un petit peu la taille des quartiers en France. J'y ai vécu, j'y ai travaillé, j'y ai investi. Mon ascenseur social à moi, ça a été la création d'entreprise. J'ai très tôt créé ma première entreprise. Et ce parcours-là m'a donné envie de partager le parcours, de partager l'envie, et puis d'agir pour mon territoire. Beaucoup, la banlieue aujourd'hui, peut-être un petit peu, c'est un mot encore un petit peu péjoratif, mais moi, de cette faiblesse, j'en ai fait une force, et j'essaie de partager ce que j'ai appris sur le levier économique, sur l'entrepreneuriat, sur la création de richesse. Et donc, Quartier d'affaires, c'est quoi? Quartier d'affaires est une association, est un réseau qui œuvre à la croissance des TPE-PME installés dans les 1609 quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il y a 1362 quartiers en France et le reste dans les dom-toms qu'on oublie souvent. Donc notre sujet à nous, c'est comment ces entreprises qui font plus de 50 000 euros de chiffre d'affaires, qui ont plus de 1 salarié, comment on les aide à grandir. Et nous avons donc une caisse à outils qui travaille sur le chiffre d'affaires, sur la réduction des coûts d'achat et sur la formation du dirigeant. Quartier d'affaires est présent en Île-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Occitanie, avec une volonté de se développer. Ça fait 3 ans et on a de belles ambitions devant nous. Vous avez été, en préparant l'interview, confronté, j'ai vu ça au scepticisme, avec une professeure qui vous disait « Aziz n'est pas fait pour l'économie ». Ça ne marchera jamais. Il y a plein de gens qui l'ont rencontré un jour dans leur carrière, des sportifs à qui on a dit « Mais t'es beaucoup trop petit pour jouer au foot et regarde comment t'es taillé, ça ne marchera jamais ». Des immenses chanteurs ou comédiens à qui on a dit lors d'un casting « Voilà, t'as une vilaine peau, vraiment tu ne seras jamais comédien ». Enfin, je pourrais citer 40 ou 50 ou une centaine d'exemples. Ça vous a freiné ou au contraire, ça vous a boosté en disant mais qui peut me dire ça, quoi? Je vais tailler ma route, quoi. Ça booste d'abord, deuxièmement, les certitudes. Vous savez, l'histoire de l'humanité est pleine de certitudes qui ont été totalement mises par terre. Donc cette dame qui avait une certitude, pour une professeure qui m'a dit tu n'y arriveras pas, j'ai aussi 50 noms à vous donner d'autres professeurs qui ont été là, qui ont poussé, etc. etc. Je le mets souvent en avant parce que c'est juste aux professeurs sur cette période où on est au collège et au lycée, où on se structure, on essaie de se projeter dans l'avenir, ce qui n'est pas évident, de dire que la vérité d'un moment n'est pas celui d'un autre. Xavier Niel, vous en parlerez beaucoup mieux que moi, lui qui était au fond de la classe et qui n'était pas un très bon élève. Donc les professeurs qui ont dû lui dire « tu n'y arriveras pas », il y en a eu quelques-uns. Il y en a eu quelques-uns. Et alors la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle d'hier. La banlieue d'aujourd'hui, est-ce qu'elle est plus dure que celle d'il y a 25 ans? Moi, la banlieue d'aujourd'hui, ce que je vois, c'est surtout 150 milliards de potentiel de développement. À ceux qui nous disent régulièrement que la banlieue coûte,
sans jamais nous dire combien elle rapporte. Ouais. On est sur une chaîne économique, j'ai un plan, j'ai ma colonne dépenses, certes, on investit, mais on ne nous dit jamais combien elle rapporte. On ne nous dit jamais que les 250 000 entreprises implantées dans ces territoires, c'est 75 milliards d'euros annuels. On ne nous dit jamais que c'est 42 milliards de consommation annuelle. On ne nous dit jamais que dans un pays qui vieillit aujourd'hui, le moteur démographique, il est dans ces territoires avec 23% des bébés qui naissent aujourd'hui dans ces territoires. Donc la force de la banlieue, c'est qu'elle est très rentable. Elle est rentable démographiquement, et elle est rentable d'un point de vue économique. Et c'est surtout ça mon combat et mon sujet. Oui, effectivement. Alors, il y a eu plein d'expériences, entrepreneurs, investisseurs, l'associatif. Est-ce qu'il y a un levier plus efficace que d'autres? Ou est-ce qu'il faut comme dans un mécano, un peu tout utiliser? Ce que je peux vous dire de manière factuelle, c'est que sur les chiffres, on ne mettra pas un CRS derrière chaque habitant dans ces territoires. On ne mettra pas une assistante sociale derrière chaque habitant dans ces territoires. Casser des tours, mettre des coups de peinture, c'est pas ce qui remplit le frigo et paye le loyer à la fin du mois. Le levier économique n'a jamais été ou très peu utilisé. La vision, qu'est-ce qu'on fait de ces territoires à 20 ans d'un point de vue économique? Jamais. Et il y a peut-être, évidemment, sur le long terme, le levier de l'éducation. Moi, je crois beaucoup à ces deux leviers. Très court terme, moyen terme, l'économie, et à long terme, bien sûr, l'éducation. Alors, vous avez écrit plusieurs livres. D'ailleurs, le premier, je ne me souviens plus du titre, mais l'ascenseur social était dans le titre, c'est ça? L'ascenseur social est en panne, j'ai pris l'escalier en 2005. Ça c'était le premier. Et donc celui-là, Made in banlieue, coécrit avec Jean-Marc Pitt. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce livre? Justement, des expériences, des bonnes pratiques, des expériences inspirantes? On y trouve déjà quelque chose qu'on n'a pas proposé sur ces 40 dernières années, une vision. Qu'est-ce qu'on fait de ces territoires à 20 ans? Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a un plan. J'ai 12 piliers pour le développement économique de ces territoires. C'est un livre très axé économique, croissance économique. Et une méthode, comment on fait. Bref, une méthode de chef d'entreprise, où est-ce qu'on va, comment on le fait et pour combien. C'est un plan que je propose qui est financé à peu près à 70% par l'investissement privé, 30% par l'investissement public. Dans un contexte où il n'y a plus beaucoup d'argent, il faut être très créatif pour intéresser d'autres parties prenantes à venir dans ces territoires. Je voudrais juste vous dire qu'il y a des comparaisons avec l'international. Aux États-Unis, un dispositif qui s'appelle les Opportunity Zones, qui a été créé par Obama, reconduit et renforcé par Donald Trump. C'est vous dire combien ça rapporte, parce que ce n'est pas le premier soutien de ce type d'initiative. Ont permis de transformer des quartiers comme le Bronx, comme Harlem, comme Compton, des coupes-gorges qui feraient passer les quartiers nord de Marseille pour le pays des bisounours de Détroit, en hub économique. Donc, d'autres ont montré qu'en investissant dans ces territoires et en exploitant le potentiel, c'était possible. C'est intéressant parce que là, on est en période électorale, notamment avec les municipales dans 3 mois. Est-ce que c'est le maire qui a le pouvoir d'impulser ça, ou est-ce qu'il faut forcément le levier de l'État, d'après vous? Il faut les deux. Il faut les deux. Les maires, l'association Villes et banlieues, qui rassemble les 859, évidemment, sont super partants. Ils veulent voir de l'investissement arriver sur leur territoire. Là où ça bloque un petit peu, c'est les directions du développement économique au niveau régional et puis aussi au niveau français. Encore un chiffre, moins de 2% des investissements français vont dans ces territoires. Vous savez que l'investissement, c'est la croissance c'est l'emploi. Avec moins de 2%, il ne faut pas s'étonner d'avoir un chômage en moyenne à 18% dans ces quartiers. On manque d'investissement privé. Et j'anticipe la question. On me dit souvent, mais Monsieur Séni, vous savez, il y a l'image de la banlieue, l'insécurité en banlieue. Les investisseurs ne viendront pas. C'est pour ça que les investisseurs ne veulent pas y aller. Eh ben, je vais vous raconter une petite anecdote d'un investisseur chinois à qui j'essayais de convaincre d'investir dans ces quartiers. Et à la question, est-ce que l'image des banlieues serait un frein d'insécurité, il m'a répondu, Monsieur Séni, j'investis dans des endroits dans le monde où il n'y a ni eau, ni électricité, ni droit. Il venait de m'expliquer que Mantes-la-Jolie, Sarcelles ou Vaux-en-Velin, ça lui convenait très bien. Donc, il y a aussi le sujet de faire attention en termes de souveraineté. Il y a un gros gâteau économique, 150 milliards minimum. Institut Montaigne, France Stratégie, on est plutôt autour de 250 milliards. Ce gâteau ne restera pas éternel. Il faut faire attention à ce que ce ne soit pas des investisseurs étrangers qui viennent mettre la main dessus. Et pourtant, vous avez donné un chiffre du chômage. Nous, on a trouvé cela, le taux de chômage dans les quartiers prioritaires de la ville 2024, plus de 27%.
10% contre 12% à l'échelle nationale. Alors ça doit être vraiment le chômage au sens large, malgré quand même des politiques publiques, de l'argent public depuis des années. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est mal fléché, mal utilisé, cet argent public. On se pose beaucoup en ces temps de disette budgétaire la question de l'efficacité de l'euro public. Comme vous venez de le dire, il est dépensé, il n'est pas investi. Ouais. Une dépense, c'est pas la même chose. Quand vous avez 250 000 TPE, PME, comment on fait pour les développer? Quand au sein du label Made in France, vous n'aviez pas de Made in banlieue, pourtant la France, c'est la richesse de ses territoires. Quand le président de la République organise un Choose France, bravo, on est devenu champion d'Europe de l'investissement étranger, moins de 1% de ces investissements vont dans ces quartiers. On a proposé la création d'un Choose banlieue. Il n'y a rien en matière d'investissement, des investissements d'infrastructures, oui, de la construction urbaine, des transports, etc. Il fallait rattraper le retard. Mais d'un point de vue économique, ça ne se voit pas et ça se verrait dans les chiffres. Encore une fois, vous avez cité 27% de taux de chômage, 42% de pauvreté. On ne peut pas dire qu'on a bien dépensé, on ne peut pas dire surtout qu'on a bien investi. Oui. Et alors justement, sur les infrastructures, est-ce qu'elles sont suffisantes pour attirer les investisseurs ou les entrepreneurs? Les infrastructures, aujourd'hui, on a un sujet, c'est que on a de l'espace foncier. On a 300 millions de réserves foncières stratégiques. Donc les quartiers sont généralement dans ou à proximité de grandes agglomérations, sur des axes de communication, parfois près d'aéroports, parfois près de ports. Donc c'est du foncier éminemment stratégique, mais disponible, 300 millions de mètres carrés. Je vous laisse faire le calcul de combien ça peut représenter en valeur et en euros. Mais très peu exploité. Donc de la place, il y en a, des infrastructures. On a créé une loi SRU, obligeant certaines villes à avoir du logement social. On n'a jamais obligé ces mêmes villes à avoir une quote-part pour de l'investissement et pour des infrastructures économiques. Jamais. Donc ça nous conduit parfois à avoir des villes où vous avez 80, 90, 100% de logements sociaux en ayant aucun espace, un centre d'affaires, un espace de coworking, une zone industrielle. On est encore à bétonner au sens premier et au sens figuré les cités dortoirs. Moi, ce que je propose, c'est de passer de la cité dortoir à la cité productive. Effectivement. Et donc, avec cette question quand même du poids politique des idées que vous portez, de ce livre Made in banlieue, je vais vous citer. Nos banlieues ne sont pas un coût, vous l'avez déjà dit ici, mais un actif stratégique démographiquement jeune, j'y arrive, économiquement sous-utilisé, socialement décisif. Est-ce que vous pourriez faire campagne avec ce slogan-là? C'est-à-dire vous présenter à une élection. Est-ce que ça vous traverse l'esprit de temps en temps? Non. Moi, ce que je fais avec Quartier d'Affaires, ce que nous faisons avec Quartier d'Affaires, avec le Forum économique, c'est de l'influence et on assume notre rôle. On a joué notre rôle jusqu'à maintenant, on le jouera dans le cadre de l'élection présidentielle. C'est de faire en sorte que tous les partis de LFI au RN se saisissent de ce sujet et que ce ne soit plus deux lignes écrites sur le développement économique à la rubrique ESS en annexe du programme, mais que cette vision du développement économique soit vraiment Mais vous en rencontrez déjà, pardon de vous interrompre, vous en rencontrez déjà depuis des années des politiques, que ce soit localement, des maires ou même, j'imagine, nationalement. Là, il faut que ce soit porté au niveau national et de manière massive. Il ne s'agit pas d'une histoire d'un homme, c'est pas Aziz Seni tout seul, c'est Aziz Seni avec les 250 000 entreprises, avec les acteurs engagés au sein de Quartier d'Affaires, avec tous ceux qui ont compris l'utilité d'un forum économique des banlieues et tous ceux qui ont envie de se dire il y a 150 milliards à exploiter outre-périph' dans l'intérêt des habitants, des entreprises qui sont installées, de l'économie de notre pays, exploitons-les et arrêtons un petit peu de regarder avec d'autres passions. La peur freine beaucoup. Évidemment, c'est vrai que le discours, mais d'ailleurs médiatique aussi, je peux en prendre ma part sur les banlieues, il est un peu toujours le même depuis au moins 4 décennies. Alors là, on va être dans un discours, on continue dans un discours économique et plus positif. 250 000 TPE, PME dans les 1600 et quelques quartiers prioritaires de la ville. Est-ce qu'il y en a de plus en plus? Alors vous qui êtes une espèce de vigie de cette économie avec le Forum économique des banlieues, est-ce que c'est une partie de la France qui est plus dynamique que les autres? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, d'abord elle est plus dynamique parce que la démographie, la jeunesse, c'est le premier vivier de jeunesse du pays. 40% des habitants de ces quartiers ont moins de 30 ans. Donc oui, il y a un vrai dynamisme lié à la jeunesse. Ensuite, il y a une culture du business qui
qui est beaucoup plus forte. Pourquoi ? Parce que comme c'est des territoires pauvres, on ne sort pas de la pauvreté qu'autrement en s'enrichissant. Une des voies, pas la seule, mais une des voies, c'est de monter son affaire. Alors on commence en micro-entrepreneur, en auto-entrepreneur, TPE, PME. Cette vision de la mobilité sociale par l'entrepreneuriat et de trouver plus facilement un client qu'un job, qu'un CDD ou CDI aussi, eh bien, tout ça fait que, oui, il y a un foisonnement en matière de développement économique. Après, on a un sujet. C'est pas parce qu'on crée beaucoup d'entreprises qu'elles vont être pérennisées. Voilà. C'est là qu'on intervient. Elles sont là encore 2 ans, 3 ans, 5 ans après, quoi. Et c'est pour ça qu'on a créé Quartier d'affaires. C'est que sur le sujet de la création d'entreprises, il y a beaucoup d'acteurs. Aujourd'hui, globalement, quelqu'un qui est en banlieue, qui veut créer son entreprise, même avec zéro, il trouve de l'argent du conseil et les premiers clients. Notre sujet, c'est la pérennisation et la croissance à l'étape d'après. C'est 250 000 entreprises qui ont plus de 2 ans. Comment on les aide à grandir ? Et donc, grandir, c'est recruter localement. Ouais. Mais alors ça, c'est important. Mais les banques, elles jouent leur rôle ? Alors, les banques... Ou est-ce que justement, nourries de décennies d'a priori, et parfois de réalité, hein, mais elles sont plus réticentes ? Les banques ont fait beaucoup d'efforts. BPI a fait beaucoup d'efforts. Il reste beaucoup à faire. Vous dire aujourd'hui que quand vous avez une entreprise installée à Mantes-la-Jolie, c'est aussi simple que quand vous êtes installé à Neuilly, ce serait mentir. Mais évidemment, il y a un sujet de formation et de sensibilisation auprès des banques. On a un autre sujet aussi, c'est celui du capital social. Le capital, le financement, c'est du bas de bilan et de la dette, mais c'est aussi du capital et de l'investissement en haut de bilan. Les business angels, les fonds d'investissement n'ont pas encore le réflexe d'aller se dire, il y a peut-être des pépites dans ces territoires. Donc c'est aussi de sensibiliser à la fois les fonds et puis aussi les entrepreneurs qui sont installés dans ces territoires en disant mais c'est pour vous aussi. N'ayez pas peur de faire la démarche et d'aller voir ces investisseurs, ils peuvent intéresser. Et l'avantage de l'économie, c'est qu'on peut vite passer les préjugés. Pourquoi ? Parce qu'il y a la froideur des chiffres. Un compte d'exploitation, les chiffres sont têtus. Ouais. Si le business est bon, d'où que vous veniez, qui que vous soyez, ça marche. Qui dit économie, dit quand même économie parallèle. Oui. Et elle existe. Oui. Elle existe dans les quartiers prioritaires de la ville dont on parle depuis 20 minutes. À quel point ce business parallèle, lié au trafic multiple, il y en a plein, il prend de la place aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, le narcotrafic, je ne suis pas un spécialiste, quelques chiffres, entre 5 et 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Oui. 95% des clients n'habitent pas les quartiers. Ah oui, ça c'est Donc sûr. c'est pas un problème de quartier, c'est d'abord un problème de société, de société française. Oui, deuxièmement, le flux financier. Oui, le flux financier. Il ne vous aura pas échappé que ces quartiers ne sont pas pavés de marbre et avec de grandes baies vitrées. L'argent ne reste pas dans ces quartiers. Il s'en va où ? Je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste. Mon sujet, quand je regarde ce marché... Mais moi, la question, c'est la concurrence que ça peut représenter. C'est-à-dire que, même sur l'énergie, la volonté de créer une entreprise, quand il y a un business qui rapporte à côté, quoi. Alors, si je fais les 75 milliards d'euros de chiffre d'affaires générés par les 250 000 versus les 5 ou 7 milliards de narcos, on voit déjà le ratio. Dieu merci, l'activité légale, formelle est dominante. Ensuite, le sujet n'est pas tant entre ces deux secteurs économiques, il est plutôt sur la jeunesse. La jeunesse qui se projette. Est-ce que, pour certains jeunes, de se dire, est-ce que je vais gagner plus d'argent en montant ma boîte et en allant sur la voie de la TPE, PME, etc. Ou est-ce que les sirènes néfastes des narcos m'iront mieux ? Oui, bien sûr qu'il y a un gros travail sur la jeunesse, mais là, on est sur un travail social, de prévention, d'éducation, et puis aussi de lutte contre les discriminations. Vous savez, le meilleur argument que peuvent avoir ces narcos, c'est tous ces jeunes qui sont très diplômés dans ces quartiers, qui ne trouvent pas de travail. À quoi ça sert finalement d'aller à l'école ? Parce que finalement, personne ne voudra de vous. Venez avec nous, vous allez gagner de l'argent tout de suite. Les arguments sont... C'est d'une violence. Donc aussi à tous ces chefs d'entreprise et DRH qui nous écoutent, dites-vous que quand vous recrutez quelqu'un de ces territoires, vous créez un exemple de proximité. Oui, l'école, ça marche. Oui, la mobilité sociale, par le travail et par l'école, ça marche. Ce label, alors, vous l'avez évoqué rapidement, qui vient d'être officialisé à l'occasion du Forum économique des banlieues qui se tenait au CESE, au Palais d'Iéna à Paris, c'était à la fin du mois de novembre, avec AFNOR Certification, donc le label Made in banlieue. Déjà, on va le présenter. De quoi s'agit-il ? C'est un label qui a été créé. Nous avons d'un côté des directions d'achat
d'entreprises de plus de 3000 salariés, contraintes, bon, c'est en train de bouger par la CSRD, les directives européennes et les normes ESG, qui ont des obligations à acheter dans ce qu'on appelle les territoires pauvres. Sauf que quand vous êtes un acheteur de L'Oréal, Bouygues ou Accor, votre métier, c'est pas d'aller chercher des fournisseurs et de sourcer des fournisseurs à Roubaix, à Vaux-en-Velin ou je ne sais où. Et de l'autre côté, vous avez des TPE-PME, ces fameuses 250 000 boîtes, qui rêvent de travailler et de se faire référencer. Elles ne savent pas toujours comment faire. Elles ont quelques craintes en se disant bon, on va pas me sourcer, je vais pas être retenu. Donc on a créé ce tiers de confiance, ce label avec le meilleur et le plus grand certificateur de France qui est l'AFNER, pour pouvoir rapprocher ces deux structures. D'un côté, les directions d'achat qui, en voyant ce label et qui ont contribué à la création de ce label, se disent ces TPE-PME qui sont labellisées, elles répondent aux critères qu'on attend, donc on peut déjà commencer à négocier et à voir avec elles le produit, le service, le prix, etc. Et de l'autre côté, ces TPE-PME qui se disent ce label, c'est une clé pour moi pour accéder à la direction des achats d'AXA, de Vivendi, etc., etc. Et alors les a priori dont on parlait, est-ce que, je crois que vous avez commandé un sondage sur ce thème-là, est-ce qu'ils se ressentent? C'est-à-dire, est-ce que les Français disent un label Made in banlieue, ça m'intéresse? Alors, 60%, 6 Français sur 10 se disent prêts à acheter les produits ou les services d'entreprises labellisées Made in banlieue. Je trouve ça extraordinaire à l'heure où on se dit la France se replie sur elle-même, c'est morose, etc. C'est un signal de 6 Français sur 10 qui disent ils sont prêts à donner un coup de main à ces entreprises et à ce levier économique et finalement, quelque part, à ceux qui veulent s'en sortir par le travail, par la démarche entrepreneuriale et par la croissance économique. Alors, il y a un principe dans cette émission, c'est que l'invité du grand entretien pose une question à l'un des invités de la semaine suivante. Alors, à votre place, la semaine dernière, il y avait Mirella Gage-Durand, qui est la vice-présidente de l'AFG et qui est directrice générale de Groupama Asset Management. On va parler de rénovation des bâtiments. Regardez. Bonjour Aziz, j'ai compris que vous êtes passionné par redonner un rôle clé dans l'économie aux zones des banlieues françaises. Il y a une autre dimension qui est la transition climatique et donc la rénovation thermique des bâtiments. Et dans ces régions, il y a beaucoup de bâtiments qui ont besoin de cette rénovation thermique. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité d'utiliser cette dynamique pour créer ces deux réponses positives, à la fois créer une zone d'activité économique et croissance économique à travers la rénovation des bâtiments dans ces zones et répondre à l'urgence climatique et puis peut-être à la hausse du pouvoir d'achat parce que dans ces zones, les personnes vivant dans des bâtiments mieux isolés paieront moins cher leur chauffage. Alors ? Et tout à fait. Moi, dans le livre Made in banlieue, il y a une dimension d'économie. C'est l'écologie, mais vue comme un investissement productif et pas comme une dépense, et pas moralisé. Et oui, dans ces territoires, bien sûr qu'il y a un parc HLM vieillissant, des passoires thermiques. Il y a beaucoup de TPE-PME qui bossent sur ces questions-là. Alors, on a à peu près 20% des TPE-PME installés dans ces territoires qui relèvent du BTP construction, travaux publics. Donc, il faudrait les former à ce sujet de la transition écologique, massifier les appels d'offres sur ces territoires pour pas aller chercher les fournisseurs à l'autre bout de la région, et puis structurer le financement qui va avec, autant côté des ménages pour qu'il y ait un reste à zéro pour les travaux, que pour ces TPE-PME, que leurs travaux puissent aussi être bénéficiés de soutien, d'exonération fiscale, etc. Donc oui, moi je suis pour une transition écologique, mais vue sous l'angle économique, c'est-à-dire combien je gagne et pas sur le côté moralisateur. Oui, vous n'avez pas trié vos poubelles, c'est pas bien. Non, pas ça. Il faut trier vos poubelles parce que ça va vous rapporter ceci et ça peut engager ça. Là, en plus, il y a effectivement un argument économique, c'est ce que dit Mirella Gage-Durand, c'est-à-dire qu'en plus, sur le pouvoir d'achat de celles et ceux qui habitent dans ces passoires thermiques, il y aura un effet réel, sauf que ce sont des foyers, alors et pas seulement dans les QPV, qui n'ont pas forcément les moyens d'investir. Vous parlez du reste à charge qui doit être à zéro. Qui porte l'investissement ?
C'est les bailleurs, c'est les villes, c'est l'État. Les bailleurs doivent le porter, en partie l'État. Mais vous savez, on a une vision à Bercy, c'est une vision de coût comptable. Il faut voir, comme vous venez de le dire, en coût global. L'économie qui va être réalisée, l'investissement qui peut être fait sur ce sujet, c'est autant de pouvoir d'achat en plus pour le ménage, 42% de taux de pauvreté, 42 milliards de consommation. Donc un peu plus d'économie pour le ménage, c'est un peu plus de consommation, un peu plus de TVA. Donc c'est en vision globale. Ça ne sert à rien de dire on va mettre 10 000 euros de plus et la voir uniquement comme une dépense. Il faut prendre un petit peu de recul et voir en coût global et en retour sur investissement global. Et c'est peut-être ce qui manque un petit peu à la lecture de certains de nos hauts comptables. Oui, et de nos politiques. On va terminer là-dessus. Est-ce qu'il y a... alors évidemment, vous allez me dire non, je ne veux pas choisir, mais est-ce qu'il y a un ou une personnalité politique, homme ou femme, qui est un peu plus en éveil sur ces questions-là, qui a commencé à l'intégrer à soit son programme pour la présidentielle, soit qui a agi dans sa ville, par exemple? On est, en tout cas, au niveau de quartier d'affaires du Forum économique, on est à disposition de tous les partis, de LFI, de Monsieur Mélenchon jusqu'à Madame Marine Le Pen. Vous voulez pas en choisir un? Non, c'est pas. Je choisirai celui qui en promettra, s'engagera au plus. Oui. Et pour l'instant, quand vous en parlez, vous avez l'impression d'avoir un mur en face de vous, ou alors ça éveille quand même? On sort de 40 ans où on a regardé les banlieues à travers le prisme sécurité, social, urbanisme. Leur donner de nouvelles lunettes pour regarder ça à travers le prisme économique et potentiel, c'est beaucoup de pédagogie, parce que c'est une nouvelle façon de regarder. La première chose, quand je dis qu'il y a 150 milliards de potentiel, je vous assure, c'est pas oui, c'est vrai, c'est comment vous dites ça? Pourquoi? D'où ça vient? C'est suspect. Banlieue, le mot banlieue est associé à sécurité, à action sociale, à urbanisme, pas encore à économie et potentialité économique. Et c'est tout notre travail. Merci beaucoup, Aziz Seni, et à bientôt sur Bismart for Change. C'est l'heure de notre rubrique Startup tout de suite. Smart Ideas, c'est notre rubrique consacrée aux startups, startup éco-responsables, startup et innovation. J'accueille Muriel Moreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Try, projet qui existe depuis 5 ans. Qui est né comment? C'est quoi l'idée de départ de Try? Alors l'idée de départ, c'est de valoriser de la laine qui est un coproduit du secteur laitier, donc de chez moi, dans le Pays Basque. Et malheureusement, en fait, cette laine est considérée comme un déchet. Donc ça représente 1200 tonnes dont on ne sait pas quoi faire. Et l'idée, c'est de trouver des débouchés, redynamiser cette filière laine qui va pas très bien. Les 1200 tonnes dont vous parliez, c'est à la dimension de la région du Pays Basque, ou c'est plus large Pays que ça? Basque et Béarn. Pays Basque et Béarn, d'accord. Mais au niveau français, ça fait 10 000 tonnes à peu près. Sachant que c'est pas un sujet que de chez moi. Bien sûr. Au niveau qui finit où? On va ensuite parler des solutions que vous proposez. C'est jeté, c'est brûlé, c'est les deux. Alors, sachant qu'il n'y a pas de filière de recyclage de cette laine, donc en plus, les bergers et les bergères se retrouvent sans véritable solution pour s'en débarrasser. Et donc, vous dites, on va récupérer cette laine et en faire finalement une richesse. Pour faire quoi? Alors, il y a plein de choses différentes qu'on peut faire. Il y a effectivement les voies classiques, faire du fil, des bonnets, des chaussettes, des pulls. Après, c'est vrai qu'on n'a pas que des laines de très grande qualité. Aujourd'hui, la référence, c'est le mérinos sur le marché mondial. Et on n'a pas que des laines fines comme ça. Donc moi, je me suis spécialisée dans ce qu'on appelle les non-tissés. C'est-à-dire qu'on fait de l'innovation matière et de l'innovation d'usage. On va mettre de la laine dans des endroits auxquels on ne pense pas forcément à la base. Par exemple, dans des cercueils. Et oui, ça c'est notre un des projets dont je suis très fière. Ça fait quasiment 2 ans qu'on travaille dessus avec un des plus gros fabricants de capitons français. Et l'idée, c'est de remplacer les matières synthétiques et de mettre de la laine à la place dans les capitons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme produit qu'on n'imagine pas, où la laine des brebis du Pays Basque et du Béarn se retrouve aujourd'hui? On a un gros projet qu'on a démarré il y a 2 ans maintenant. Ce sont des étuis en laine, donc c'est du packaging. C'est pour un grand château bordelais. Donc en fait, on a réduit l'utilisation du bois et remplacé d'autres matières qui n'étaient pas forcément très écologiques par de la laine dans ce cadre-là. Est-ce que ça rapporte de l'argent aux
aux agriculteurs, aux bergers et voilà, le modèle économique, il fonctionne comment en fait? Alors l'idée, vu qu'on était face à une filière complètement sinistrée, le but de remettre en place une chaîne de valeur, c'est qu'elle soit le plus juste possible. Donc nous, l'objectif, c'est à minima de couvrir les frais de tonte pour les éleveurs et aussi de redynamiser toute la chaîne, c'est-à-dire que toutes les transformations sont françaises. Donc voilà, chaque maillon de la chaîne de transformation est rétribué et ça nous permet de solidifier le tissu industriel français. Ouais. Ça faisait combien d'années que cette laine, elle était finalement, elle passait par pertes et profits? Plusieurs décennies? Oui. Et on a perdu beaucoup de savoir-faire. Alors, il faut savoir qu'elle était exportée vers la Chine jusqu'à avant le Covid. Depuis, c'est des pratiques qui sont pas vraiment revenues en masse. Mais oui, ça fait plusieurs dizaines d'années entre l'arrivée des matières synthétiques et la concurrence du marché mondial. Et on a perdu malheureusement beaucoup de savoir-faire. Avec des propriétés naturelles en quelque sorte de cette laine qu'on peut mettre en avant. J'imagine que quand vous essayez de convaincre des clients d'utiliser la laine, de remplacer leur produit initial par la laine, vous dites quoi? Alors, déjà, c'est une matière naturelle, avec tout l'impact environnemental positif que l'on connaît. Et puis, il y a le côté thermorégulant, qui est quand même magique, quoi, et qui est très, très important dans des secteurs comme la puériculture. On vient d'ailleurs de sortir une marque de puériculture pour les bébés, donc 100% traçable. C'est aussi une matière qui est très saine. On nous vend souvent des allergies à la laine. En fait, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas d'allergie à la laine. Au contraire, c'est des environnements qui sont beaucoup moins toxiques que des matières synthétiques. On termine avec les perspectives. Comment vous voyez la suite, là, les trailles à 5 ans? Alors déjà... Vous ne projetez pas aussi loin? Si. Non, alors vraiment, l'objectif, c'est de venir à bout de ces 1200 tonnes. Là, on a sorti plein de projets et de produits dernièrement, notamment un paillage pour remplacer les matières synthétiques qu'on met sur le sol, les bâches, auxquelles on croit beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment d'aller au bout de ces 1200 tonnes et puis d'aider à restructurer toute la filière française. Merci beaucoup Muriel Moreau et bon vent à Trailles. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des affaires. Salut!